Je pense qu'insidieusement, Donald Trump va provoquer un conflit, on va dire, avec l'Europe sur la question du Groenland. Il ne sera peut-être pas armé pour rendre l'OTAN obsolescent. Bonjour Régis. Bonjour Aïcha. Régis, 2026, nouvelle année, quel cap pour la politique étrangère française? Alors, quel cap? Comment la définir dans un monde où l'année 2025 nous a tenus en haleine jusqu'au 31 et dès les premiers jours de janvier, on a compris, notamment en raison de l'action de Donald Trump, tout ce qui va se dire ici ne peut être pris en dehors de cette accélération de l'histoire provoquée, ou en tout cas provoquée par Donald Trump et accompagnée par nous. Il faut souligner quand même qu'on a, nous Français, Européens, un rôle plus que de spectateurs. On peut agir par moments sur le cadre du conflit en Ukraine. Sur le cadre du Groenland, on peut essayer de parer, d'essayer de s'interposer face aux ambitions de Donald Trump. Sur le Venezuela, on n'a aucun impact. Sur l'Iran, pas grand-chose non plus, d'autant qu'en plus, on a deux ressortissants, Cécile Collère et Jacques Paris, qui sont en résidence surveillée à Téhéran. Donc, le gouvernement français appelle au calme, condamne les violences, mais ne peut vraiment s'engager, ce qui est compréhensible. Dans la politique étrangère française, aujourd'hui, elle est pas encore en voie de recomposition. C'est-à-dire que Trump nous met tellement de pression, Trump au monde entier, on n'est pas les seuls en être victimes, mais je vais donner un petit exemple. En juin prochain, la France sera le pays d'accueil hôte à Évian du G7. Eh bien, nous avons dû décaler d'un jour la tenue de ce sommet, qui sera sur 2 jours. Donc, il a été décalé d'un jour en raison de l'anniversaire de Donald Trump et parce que Donald Trump tient à assister à un spectacle de MMA qui aura lieu pour son anniversaire à la Maison-Blanche. Voilà. Je pense que tout est dit. Il s'agit quand même du sommet des 7 puissances on va dire les plus importantes, peut-être pas aujourd'hui, parce que malheureusement c'est avec les pays du traité de Shanghai et avec les BRICS. Aujourd'hui, même ce G7, il paraît presque, on va dire, archaïque. Mais la France, d'ailleurs Jean-Noël Barrot l'autre jour, s'est même senti obligé de faire un clip où on le voit prendre la pancarte France d'un sommet, voilà, et la mettre sur son bureau en disant voilà, nous accueillons le G7, nous sommes encore dans le coup. Le problème, c'est que moi, je suis pas du tout sûr que nous soyons dans le coup. Quand on écoute Emmanuel Macron hier pour ses vœux, bon, il y a des phrases, je les cite, je les ai écrites ici. Des efforts à la mesure de notre rude époque. Pour être puissant dans ce monde si brutal, il faut faire plus vite et faire plus fort. On sait que Emmanuel Macron a d'excellents speechwriters, d'excellents personnes qui sont autour de lui, conseillers, qui lui... On sait aussi que ce qu'il explique pendant ses vœux, que le budget de la défense, effectivement, a presque doublé pendant l'espace de ses 2 mandats. Effectivement, ça doit être lié à ce monde si brutal dont on s'est rendu compte de l'existence. Il a annoncé un budget supplémentaire de 36 milliards d'euros pour les armées d'ici 2030. Avant, il avait annoncé la création d'un nouveau porte-avions pour remplacer le Charles de Gaulle. La mise en place du service militaire volontaire, 3000 candidats cette année, jusqu'à 50 000 à l'échéance de 2030. Les Allemands, nous on va payer nos volontaires 800 €, juste pour une comparaison. Les Allemands qui ont pris la même tendance viennent de voter un achat d'armes au Parlement de 50 milliards d'euros, c'est-à-dire l'équivalent du budget de notre défense, uniquement achat d'armes. Ils ont décidé de faire un service militaire eux aussi, où chacun des participants est payé 2600 €. On n'a pas un niveau de vie aussi, on va dire, moindre que celui de l'Allemagne pour
expliquer cette disparité. Et les Allemands veulent tellement que leurs jeunes rejoignent l'armée qu'ils proposent des mesures incitatives. C'est pour 6 mois, par exemple, le service militaire. Et si vous restez 1 an, on vous offre votre permis de conduire. Voilà, il y a plein de mesures. Je prends cet exemple-là qui me vient en tête. Donc, la vraie question, c'est oui, il y a cet effort. Oui, Emmanuel Macron explique que voilà, on avance, on se réarme. La France a compris le message, mais ça ne veut pas dire que d'abord on a l'armée adéquate pour affronter ces menaces. Et ça, c'est un vrai problème quand on a un chef d'état-major, Fabien Mandon, qui nous dit que dans 3 à 4 ans, on va vers un choc avec la Russie, qu'il faut préparer les Français à l'idée de perdre leurs enfants. Donc quand on fait du catastrophisme comme ça, parce que c'est arrivé dans l'histoire, hein, on a vécu des conflits, la Première, la Seconde Guerre mondiale, où il y a eu des personnes qui prononçaient ce genre de mots. Sauf qu'à l'époque, on avait une armée. On dira qu'elle a été mal gouvernée pendant l'étrange défaite de juin 1940. Mais pour 14-18, et même en 1939, normalement, notre armée était prête. On avait les moyens. La débâcle, elle est venue d'autres phénomènes, mais on n'avait peut-être pas anticipé que l'armée allemande avait développé un potentiel aussi incroyable. Mais pour revenir à 14-18, on avait les moyens, et on a prouvé puisqu'on a gagné cette guerre. Là, on se pique de mots pour se mettre en position d'avoir une armée d'ici 4-5 ans qui pourra nous permettre effectivement de faire ça. Or, le monde bouge en ce moment. Le monde, il ne bouge pas à 3-4 ans, il bouge en ce moment. On a un challenge énorme dans le sens que, je pense d'abord, c'est un challenge culturel. On a été biberonné au suivisme américain, dans une doctrine que j'appellerais l'atlantisme, pendant des décennies. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, toute catégorie politique confondue, on a eu des gens qui nous ont expliqué que, voilà, on avait le grand frère, qu'il fallait le suivre. On n'a pas été... De Gaulle plaidait pour un non-alignement. Oui, on a eu De Gaulle. Mais De Gaulle a été la cible des Américains. De Gaulle a été l'homme à abattre pour les Américains. Même s'il a été leur plus fidèle allié, paradoxalement. Donc dans les années, au début de la guerre froide, pendant toutes les années de la guerre froide ou presque, la France, on va dire, s'est réfugiée, enfin voilà, on a été éduqués dans l'idée que l'Amérique, c'était le monde libre et que nous étions, voilà. Aujourd'hui, c'est même pas une question d'idéologie, c'est une question d'intérêt. Et l'Amérique recherche son intérêt qui n'est plus le même que le nôtre, qui n'a peut-être jamais été le même que le nôtre. Mais en tout cas, notre difficulté principale, c'est culturellement de s'habituer à l'idée qu'on n'est plus dans le même monde. Mais d'ailleurs, Régis, face à l'interventionnisme américain, on pense au Venezuela, on peut aussi penser à l'Iran. Quelles sont les prises de position de la France ? Les prises de position, je vous dis, c'est se piquer de mots. C'est comme quand on parle de projets, de chocs frontaux, etc. C'est de faire des déclarations, des effets de manche, éventuellement de marquer des points politiquement, quand on a des ambitions, mais ça ne s'inscrit dans aucune réalité. On n'a plus de cartes, pour reprendre une expression que Trump a adressée à Zelensky, en disant « vous n'avez aucune carte ». Il pourrait très bien dire aux Européens « vous n'avez aucune carte ». On a encore l'argent, oui, qui nous permet d'acheter des armes, ou qui nous permet d'aider l'Ukraine, mais en dehors de ça, on n'a ni la volonté politique, ni l'unité en Europe, puisqu'on s'aperçoit que cette situation qui fait qu'on est orphelin des Américains, nous met dans une situation où on ne sait pas qui va avoir le leadership. L'affaire du Groenland est peut-être le synonyme de la fin de l'OTAN. Si fin de l'OTAN il y a, il va bien falloir que l'Europe se retrouve dans une forme d'alliance. Alors là, la France peut se renforcer, mais où va-t-elle ? Il ne me semble pas que le leadership français semble naturel à nos autres partenaires européens, et ça, c'est un gros souci. Mais d'ailleurs, Régis, vous parlez du Groenland. Ce conflit possible avec le Groenland mettrait une fin à l'OTAN. C'est ce que dit Madame Mette Frederiksen, la première ministre du Danemark. Elle le dit. Et on sent dès lors
qu'au sein de l'UE, il y a des velléités de leadership, est-ce que la France ne peut pas jouer sa partition? Mais justement, c'est là où je pense qu'il y a un vrai message à faire passer et que Emmanuel Macron, en dépit du fait qu'il ait 1 an, on se dit il lui reste 1 an, il est incapable d'avoir ne serait-ce qu'un budget. Parce que quand il parle de la défense, le budget, il n'est toujours pas là. Il n'a toujours pas été voté. On a un Premier ministre qui tient un fil. On n'a pas de majorité pour ce président. Donc, du coup, qui s'occupe beaucoup d'affaires internationales parce que à domicile, il ne peut rien faire. Voilà. Donc, il élève sa stature internationale pour tenter de masquer son incapacité d'agir chez lui. Et ça, c'est tout le problème d'Emmanuel Macron. Prenez un leader comme Friedrich Merz, qui est critiquable aussi, mais lui, il vient... Alors, il a peut-être... il est talonné par l'AfD, mais disons qu'il a été élu il y a peu, donc il a une majorité avec lui. Keir Starmer, c'est un peu plus compliqué, les Anglais lui en veulent beaucoup, mais il est toujours le Premier ministre. Avec une majorité au Parlement. Emmanuel Macron n'a plus cette majorité. Donc c'est un vrai problème et du coup la France est moins légitime peut-être qu'elle n'aurait été si elle avait un président puissant chez lui à prendre un leadership européen. Et on le voit bien comment cette fameuse Allemagne dont j'évoquais la reprise en main de la sphère de défense. Ce qui est quand même assez incroyable avec l'Allemagne, c'est que l'Allemagne a déclaré une augmentation de plus de 10% de son budget de la défense. Elle le porte à 10%, ce qui va lui faire effectivement une armée très conséquente, alors que l'Allemagne, systématiquement, philosophiquement, historiquement, refusait d'investir dans l'armée en raison de la Seconde Guerre mondiale. Donc là aussi, le changement de braquet, il est énorme. Et cette Allemagne-là, à mon avis, a dans l'idée de prendre la succession de l'OTAN. Ça, c'est une chose. Et je pense que Donald Trump, de son côté, non pas qu'il souhaite que l'Allemagne prenne la direction de l'Europe, encore que l'Allemagne a souvent été l'interlocuteur privilégié des Américains, le pays avec lequel les États-Unis font le plus de commerce depuis très longtemps. Le pays dans lequel ils ont leur base d'ailleurs, puisque De Gaulle a foutu dehors les Américains, donc elles ne sont pas chez nous, elles sont en Italie et en Allemagne. Et on est en train de voir d'ailleurs se composer en Europe une sorte de nouvel axe Rome-Berlin, celui Paris-Berlin étant totalement en panne. On peut d'ailleurs ergoter sur le fait que l'axe franco-allemand, c'est souvent un slogan journalistique qu'on a prononcé en France, et très très peu outre-Rhin. Donc là aussi, il faut regarder la réalité. Bref, tout ça pour dire que la France a quand même une chose que n'ont ni l'Allemagne ni l'Italie, c'est la dissuasion. La dissuasion est une armée, pour le moment, plus conséquente que les leurs. Une armée qui a été employée sur des théâtres étrangers, qui a des unités de combat extrêmement efficaces, mais qui est squelettique du point de vue de son matériel, du point de vue de sa capacité à mener des guerres de haute intensité type Ukraine. Donc le savoir-faire militaire est là, il faut mettre notre armée en place, il faut effectivement, comme le dit Macron, tout n'est pas mauvais dans ce budget, mais on sent quand même qu'on est extrêmement en retard. On sent que sur plein de domaines comme les drones et autres, même l'intelligence artificielle, on a hésité par moments et on voit qu'il y en a d'autres qui ont tiré leur épingle du jeu. Et pour revenir sur la question européenne, parce que moi je pense que derrière l'histoire du Groenland, il n'y a pas simplement qu'une histoire de géostratégique, de conquête d'un territoire, parce que les Russes ou les Chinois pourraient le conquérir, ou parce qu'il a des terres rares. Je pense qu'insidieusement, Donald Trump va provoquer un conflit, on va dire, avec l'Europe sur la question du Groenland. Il ne sera peut-être pas armé pour rendre l'OTAN obsolescent. Et je pense que c'est une manière peut-être déguisée de Trump pour dire on arrête. Voilà. Nous, on a notre sphère, Poutine a sa sphère, la Chine a sa sphère. On voit bien que c'est ça qui est en train de se dérouler. Et comme l'avait dit J.D. Vance et même Donald Trump, à vous, Européens, d'organiser votre destin. À vous de prendre en main vos pays. D'ailleurs, faites attention, sinon vous avez submersion migratoire, vous allez plus exister. C'est ce que nous dit régulièrement Donald Trump.
Et là, il y a un avertissement, là, il y a un message, et on sent que face à ce message, les Européens sont totalement désorganisés. Régis, quelle pourrait être la sphère d'influence de l'Union européenne ? Bah déjà, de prendre, on va dire, le contrôle de son propre terrain. Que ce ne soit pas à rebours un pays dont les flux migratoires se sont complètement inversés. Un pays dont la sécurité paravent de l'eau. Je veux dire, tous ces domaines, on peut reprocher plein de choses à Trump, plein de choses à Poutine, plein de choses à Xi Jinping, mais ils sont maîtres, ou tentent, en tout cas pour ce qui est de Donald Trump, de façon très coercitive et très dure, de prendre le contrôle de leur territoire. Nous avons quand même des pays qui sont extrêmement, extrêmement permissifs, extrêmement sujets à, on va dire, débordés maintenant par le narcotrafic. Trump, qu'on le veuille ou non, fait la guerre aux narcotrafiquants. Moi, j'ai pas l'impression qu'on fasse vraiment la guerre aux narcotrafiquants. On est encore dans l'idée d'avant qu'on va laisser vivoter ce trafic qui va donner de l'argent à des gens à qui on est incapable de donner du travail. C'est ça aussi, la réalité. Et qu'on n'a pas pris conscience de la dimension dans laquelle la drogue était arrivée aujourd'hui. Tout ça est lié. Voilà. Et là, oui, Trump nous met plus face à nous-mêmes que même Poutine. Poutine, c'était assez commode. D'abord, on avait les Américains qui étaient là. Donc, on pouvait dire, on va mettre une pâtée à Poutine, tous ensemble, le monde libre, terminer cette espèce de résidu de communisme et en faire quelque chose. C'est John McCain disait la Russie, c'est une immense station-service avec des missiles nucléaires. Voilà. C'est ce que disait McCain. Maintenant, nous, on n'est pas parvenu à prendre le contrôle de cette grande station-service, et ni de ces missiles nucléaires, qui d'ailleurs peuvent nous menacer, et d'autres missiles d'ailleurs que les Russes ont inventés depuis, Oreshnik et autres. Et on n'en a pas pris contrôle. L'ennemi, on l'a créé autant qu'il ne s'est imposé à nous. C'est-à-dire on a voulu surexagérer la menace, on veut toujours le faire, de façon à se réarmer et à dire, regardez, attention, on est prêt. Et là, on s'aperçoit que à l'ouest du Nouveau, justement, pour plagier le roman de la Première Guerre mondiale, à l'ouest, rien de nouveau. Là, à l'ouest du Nouveau, dans les glaces, il y a un Trump qui vient nous mettre un défi. Qui êtes-vous, les Européens ? Qui êtes-vous ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Alors oui, on a envoyé 15 Français, essentiellement des officiers, 13 Allemands, quelques Britanniques, 2 Norvégiens, un nombre indéterminé de Suédois. Les États-Unis ont présent sur la base de Thulé, qui est au nord du Groenland, qui est sur le territoire 10 000 soldats, déjà. Ils sont déjà là. Ils font des exercices, ils ont des hélicos, ils surveillent le ciel, ils sont déjà présents. Ils ont des stations météo, ils ont des stations radars. On va arriver, on va effectivement faire des exercices avec les Danois à une poignée d'hommes. Et si Trump décide que le Groenland nous appartient et qu'il ne veut pas de nos soldats, il est capable de les capturer. Tout est possible. Avec très peu de conséquences pour Trump, mais beaucoup de conséquences pour nous. Parce que là, on va dire, il y a un problème avec l'Europe. Il y a un problème avec ce marché commun, cet immense marché, cette superstructure qui passe son temps à faire des lois, à codifier des choses, à observer la courbure des bananes pour déclarer qu'elles sont bonnes ou pas bonnes, c'est une sorte de superstructure tentaculaire qui nous étouffe, qui étouffe nos paysans, dont personne finalement véritablement ne veut, que personne n'aime. Cette Europe, personne ne l'aime. Je me souviens d'une discussion avec le général Pierre de Villiers, ancien chef d'état-major des armées, d'ailleurs limogé ou qui a démissionné, parce que Emmanuel Macron l'avait tensé publiquement, lui demandant à ce que le budget de la défense ne soit pas rogné. Le même Emmanuel Macron qui nous propose aujourd'hui de l'augmenter, à l'époque était plutôt pour le diminuer. Ça, c'est aussi un problème. Toute cette classe politique qui, pendant 40 ans, nous a expliqué qu'il fallait diminuer le budget de la défense. Et qui, là, subitement, nous disent « il faut se réarmer, les gars ».
Ça, c'est un vrai problème. Mais pour reprendre ce que m'avait dit Pierre de Villiers m'avait dit, vous savez, on peut toujours demander, on peut encore aujourd'hui demander à un jeune Français de mourir pour la France. Oui, un jeune Français peut mourir pour la France et peut accepter de faire une mission pour mourir pour la France. Et il avait ajouté, en revanche, lui demander de mourir pour Bruxelles, c'est beaucoup plus difficile. Et rien que réaliser ça, ça nous dit toute l'artificialité de cette structure avec laquelle on a grandi, vous et moi. Hein. L'Europe, on en entend parler depuis des années. Et depuis, c'est d'ailleurs très intéressant, je suis allé au Parlement européen il y a 2 jours pour présenter un de nos documentaires, un documentaire d'Omerta. Et j'y ai passé la journée, j'ai discuté avec des gens qui y travaillent. Et je me suis rendu compte que par rapport à il y a 10-20 ans, quand j'allais à Bruxelles, j'avais un ami qui travaillait au Parlement européen à l'époque, mais pas travailler au Parlement européen, c'était l'avenir. Il y avait une classe de fonctionnaires européens, ça parlait des langues différentes dans tous les coins. C'est toujours un peu comme ça. Sauf qu'aujourd'hui, ceux qui y travaillent, je ne les ai pas trouvés très motivés. Certains, je me souviens, une Belge m'a dit que ses 2 parents travaillaient autrefois pour le Parlement européen, ont démissionné pour faire autre chose. Comment on démissionne du job de l'avenir ? Comment on démissionne de l'institution qui va régir nos vies ? Ça en dit long. J'étais très surpris par cette espèce de désaffection vis-à-vis du Parlement européen. Alors je vous laisse toutes les commentaires sur Ursula von der Leyen, etc., et sur Kaja Kallas, sur l'orientation du Parlement européen, l'orientation politique aujourd'hui. Mais en tout cas, ça veut dire beaucoup de choses, et je pense qu'aujourd'hui, plus que Poutine, Trump nous met face à nos réalités et nous demande qui nous sommes. Régis, en ce qui concerne l'Union européenne, la France peine à faire entendre sa voix, notamment sur le possible achat d'armes américaines par Kiev, oui. Alors que la France plaidait contre, mais aussi sur le Mercosur. Quelle est la place de la France ? Est-ce que la voix de la France porte encore au sein de l'Union européenne ? C'est un peu, cet exemple que vous donnez est un peu à l'image du changement de date pour l'anniversaire de Trump, dont je faisais écho au début. Je pense qu'en plus, on est pieds et poings liés. On n'est pas les seuls, d'ailleurs, parce que regardez le Danemark, qui peut se considérer légitimement comme attaqué par les États-Unis. Une partie des 3 composantes de la couronne danoise, qui sont le Royaume du Danemark, les îles Féroé et le Groenland, risquent d'être arrachés, conquis par les États-Unis. Mais le même Danemark, s'il doit faire la guerre aux États-Unis, figurez-vous, va devoir quand même demander, s'il veut que ces F-35 décollent, l'autorisation des Américains. Les Américains demandent les plans de vol quand on leur achète de l'armement. Les Danois, d'ailleurs, avaient, c'est pas vrai du tout ce que dit Trump, ils n'ont pas du tout dégarni militairement le Groenland. Ils ont acheté d'ailleurs des missiles patriotes et d'autres types de missiles aux États-Unis. Pareil, si les Américains veulent que les missiles ne partent pas, ils partent pas. Donc le Danemark a acheté et continue à acheter, puisque c'était en novembre dernier où ils ont signé un contrat pour 43 F-35. La première chose que vous faites quand vous êtes attaqué par quelqu'un à qui vous achetez des armes, vous dites stop, on arrête d'acheter ces armes-là. On veut pouvoir utiliser des armes librement. Et que si on entre en conflit avec une autre puissance, cette puissance-là ne puisse pas faire en sorte que nos armes ne s'activent pas. Eh bien non. Aucune remise en question de tout ça, ce qui me laisse à penser que les autorités danoises, en dehors de quelques grincements de dents et quelques couinements, finalement, ne font que de la figuration. Régis, et de même, nous n'avons aucun moyen de dire à Zelensky « Non, tu vas acheter nos Rafales ». Est-ce que le modèle canadien est le modèle à suivre ? Entendons-nous le Canada, qui est donc menacé par Donald Trump d'être le 51e État des États-Unis, a décidé hier de signer un accord commercial avec la Chine. Oui, c'est très intéressant, parce que le Canada a des ressources, le Canada
est moins puissant que son grand frère américain, il ne va pas lui faire la guerre, mais cette idée de commercer avec la Chine, effectivement, est une manière d'introduire un vrai rapport de force avec Donald Trump. C'est-à-dire, c'est intelligent de la part des Canadiens de se dire, oui, comme on est dans une doctrine, on est dans le cadre de la réactivation de la doctrine Monroe, rebaptisée doctrine Donroe, eh bien, pour faire face à Trump, il vaut mieux qu'on trouve un allié qui fasse peur à Trump. Et la Chine fait peur à Trump. La Chine, par 2 fois, il y est allé avec ses tarifs exorbitants et il est revenu la queue basse. Donc, il y a moyen de contrer Trump, mais on ne contre pas Trump simplement en s'excusant ou simplement en baissant la tête ou en aménageant la date d'un sommet que la France accueille d'importance internationale. C'est pas comme ça que Trump... Au contraire, Trump, comme tous les carnassiers, va vous mépriser encore plus si vous agissez de cette façon. Donc, un bon point pour les Canadiens, effectivement. Voilà leur manière de résister. Et ça va poser un problème pour les Russes. Pourquoi ? Parce que le Canada, c'est quand même une sacrée surface de territoire. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup du Groenland, mais le Canada, il a aussi toute cette surface dans l'Arctique. C'est un des plus grands pays du monde. Ça fait partie aussi de pays qui n'ont pas, comme la Russie ou comme les États-Unis, la Chine, c'est un peu plus compliqué parce qu'elle n'a pas les ressources énergétiques. Mais le Canada est un pays qui, de par sa surface, n'est pas dépendant des flux maritimes pour son approvisionnement en hydrocarbures, en gaz et en pétrole. Ce qui n'est pas du tout notre cas, ce qui n'est pas du tout le cas de l'Europe en général, ni du Japon, autre puissance industrielle. Donc là, le Canada, lui, connaît ses forces. Donald Trump les a pris un peu à la légère en disant « vous êtes un gouverneur » en parlant à leur président, Premier ministre, pardon. Et voilà, là il y aura peut-être matière, on va voir comment Trump a réagi. Je ne crois pas qu'il ait encore réagi à ce qui s'était passé, à l'accord signé avec les Chinois. Peut-être qu'il va leur déclarer la guerre. Non, je ne pense pas, je ne l'espère pas. Êtes-vous sûr ? Avec Trump, c'est difficile. Parfois, il déclare la guerre, on s'endort et hop, la guerre n'a pas eu lieu. Voilà. Merci Régis. Merci Aïcha.